Elle m'a trompé à la fête, alors j'ai passé la bague à sa sœur et je l'ai quittée pour de bon. Tu crois que j'ai tout perdu? Non, tu m'as simplement donné la permission de te détruire, accroche-toi bien, car ce qui s'est déroulé cette nuit-là n'avait rien d'un banal drame de bureau ni des petites querelles de la politique d'entreprise. Non, ce qui s'est passé frôlait l'apocalyptique, une implosion si spectaculaire qu'elle a laissé des traces de brûlure sur les fondations même de l'entreprise. Que j'ai contribué à bâtir pendant cette année harassante, Richardson Tech n'était pas seulement mon lieu de travail, c'était ma seconde maison, mon terrain d'épreuve et, à bien des égards, ma création personnelle. C'est moi qui ai conçu tout le système nerveux numérique de la société, les couches de sécurité, l'architecture des serveurs, les protocoles de routage, l'infrastructure de conformité, tout portait mes empreintes, chaque ligne de code écrite tard dans la nuit, chaque matin blême. Passé à déboguer, chaque audit système qui apaisait les régulateurs, c'était moi, j'ai porté le squelette technologique de cette société sur mon dos, pièce après pièce, jusqu'à ce qu'elle puisse se tenir assez droite pour se dire concurrente de l'industrie, et ce n'était pas qu'un emploi, c'était la famille. Marcus Richardson, le fondateur et directeur général, n'était pas seulement l'homme qui signait mes chèques, il était mon beau-père, j'ai naïvement cru qu'en épousant sa fille Emma je faisais partie de quelque chose de permanent, de protégé, de durable, que le fait d'être lié par le sang ou du moins par la loi me donnerait une place qu'aucun trimestre en berne ni aucune lutte de pouvoir ne pourrait m'arracher. Il s'avère que lorsque l'argent et le pouvoir s'en mêlent, les liens familiaux se dissolvent plus vite que le sucre dans l'eau bouillante. La fête de Noël annuelle était le théâtre favori de Marcus pour exercer son contrôle, et celle-ci n'a pas fait exception. Organisée dans la grande salle de bal d'un hôtel qui facturait probablement plus par nuit que ce que certains employés gagnaient en une semaine, elle suintait l'extravagance soigneusement mise en scène. La salle était un spectacle, de la neige artificielle soufflée sans relâche par des machines cachées pour que personne n'ait à se soucier de la météo de décembre, un sapin de Douglas de 6 mètres, transporté à travers la moitié du continent pour l'occasion, se dressait comme un monument à l'excès, et un lustre de cristal étincelait au-dessus, suspendu telle l'épée de Damoclès au-dessus de 200 têtes trop éblouies ou trop effrayées pour questionner l'absurdité. Marcus prospérait dans ce décor, c'était son colisée et nous étions son public, il savourait le rôle d'empereur bienveillant, distribuant cadeaux, augmentation et promotion tel un Père Noël version Ivy League avec un goût marqué pour la mise en scène et le contrôle. Emma était éblouissante ce soir-là dans sa robe cocktail argenté, le tissu accrochant la lumière à chaque mouvement, elle riait avec sa sœur Cathy près du buffet de dessert, la lueur des guirlandes les encadrait comme si elles étaient les étoiles de la soirée. Cathy, éternelle cabotine, renversait la tête quand elle riait, sonore, théâtrale, avide d'être vue, c'était moins un rire qu'une performance, comme si elle auditionnait sans cesse pour une scène de comédie romantique que personne n'avait encore écrite. Elles approchaient toutes deux de la trentaine, mais à cet instant, en gloussant ensemble, elles semblaient des adolescentes découvrant pour la première fois leur pouvoir de séduction. Puis Marcus monta sur scène, sa voix grave et impérieuse roula sur la salle comme un tonnerre, réclamant l'attention. Mesdames et messieurs, tonate-t-il, tandis qu'un quatuor de jazz faisait doucement taire sa musique. Ce soir nous célébrons une année de tous les records. Les mots résonnaient contre les murs de la salle de bal tandis qu'un projecteur derrière lui affichait le logo de Richardson Tech habillé de rouge et de vert festif. La subtilité n'avait jamais fait partie du vocabulaire de Marcus. Je serrai plus fort mon verre car je savais ce qui allait suivre. Cette année record reposait sur mes conceptions, ma couche intermédiaire logicielle, mon architecture des systèmes, mes cadres de conformité. Les heures que j'ai consacrées à cette entreprise feraient rougir un banquier. Mon sacrifice avait acheté ce succès, et le voilà debout à la proue, saluant pour un travail qu'il ne comprenait pas et qu'il n'aurait jamais pu exécuter. Sa voix pourrait vendre des glaciers à des manchots, et la foule l'adorait pour cela. Puis vint la représentation principale. Cathy fut appelée sur scène et Marcus déversa son discours nappé de sirop sur les valeurs familiales. Cette expression, valeurs familiales, était son bouclier et son arme favori. Pour lui, elle ne signifiait rien d'autre que le fait d'être né dans sa lignée. Et en souriant joliment pour les caméras, Cathy monta sous les projecteurs en poussant un cri si perçant qu'il faillit fendre le verre. Elle sautilla réellement vers Marcus comme si on venait de lui remettre un billet pour le bal de ses rêves. La foule explosa en applaudissements, les flashs des appareils crépitaient dans toutes les directions, des téléphones se levaient au-dessus des têtes pour filmer l'instant. Pour Instagram et les bulletins internes de l'entreprise, Cathy ouvrit la boîte. Entourée d'un ruban avec toute la théâtralité d'une star de Broadway, poussant un grand soupir d'émerveillement en découvrant la clé d'une BMW luisante à l'intérieur, la prestation était parfaite, peu importe la vérité, qu'elle était au volant de voiture de luxe depuis l'âge de 16 ans. Pour la foule c'était l'histoire du mérite récompensé, une jeune cadre travailleuse louée pour son esprit novateur et promue vice-présidente de la stratégie marketing. J'ai failli m'étrangler avec ma boisson. Vice-présidente de la stratégie marketing Cathy, qui avait passé les 6 derniers mois à inonder LinkedIn de citations motivantes en appelant cela de la recherche de marché. Cathy, qui croyait que Pivot était un mouvement de basket et que Synergie désignait un cours de sport branché, et pourtant la voilà élevée à la haute direction parce qu'elle partageait l'ADN de Marcus.
des canons à confetti explosèrent comme des feux d'artifice, inondant la salle d'argent et d'or, les serpentins s'accrochèrent aux smokings et aux robes, retombant dans les verres et les desserts, un morceau en forme d'étoile flotta dans mon whisky sourd, je l'attrapai et le chassai du doigt sur le sol où il rejoignit des milliers d'autres, tapissant le marbre d'un décor étincelant de théâtre d'entreprise. De l'autre côté de la salle les yeux d'Emma trouvèrent les miens, elle me lança ce regard à la fois avertissement et supplication, ne gâche pas ce moment, ne m'humilie pas, sois heureux pour Cathy, je levai mon verre dans un faux toast en forçant un sourire, car que pouvais-je faire d'autre, me lever et annoncer que cette année record était le résultat direct de mes yeux injectés de sang et de mes tasses de café vides, aurais-je dû dérouler mon CV, réciter les brevets déposés à mon nom et rappeler à l'assemblée que l'ossature technologique de Richardson Tech n'existerait pas sans moi, c'est alors que Marcus me regarda vraiment, son sourire se courbant lentement, se répandant avec la précision d'une nappe d'huile glissant sur l'eau, c'était carnassier, froid, calculé, et à cet instant un frisson se posa dans mon ventre, plus vif que l'air arctique soufflé par les bouches d'aération surmenées au-dessus de nous, mais attends dit Marcus, son ton glissant vers le charme faux d'un animateur de jeu télévisé, il y a encore un dernier cadeau à offrir ce soir, toute la foule tourna son attention vers moi, les conversations s'arrêtèrent en plein milieu des phrases, même les serveurs portant des plateaux d'argent chargés de champagne et d'amuse-bouche se figèrent comme des statues sentant le danger, le changement d'atmosphère était palpable, 200 personnes retenaient collectivement leur souffle, avides de drame, Marcus leva un sac dans sa main, pas une élégante boîte entourée d'un ruban comme celle de Cathy, mais un simple sac de boutique d'une marque de luxe, le contraste était délibéré et tout le monde le vit, viens ici mon garçon, appelatait-il, sa voix dégoulinant d'une moquerie suffisante pour que le mot garçon me tranche comme une lame, la marche jusqu'à la scène me parut interminable, comme avancer dans de la mélasse, des murmures bourdonnaient autour de moi, fragments de pitié et d'anticipation, le pauvre, il l'a enfin compris, la moitié de la salle savait exactement ce qui se passait avant même que je ne réalise, ce qui aurait dû être mon premier signe d'alerte, rien n'était spontané, ce spectacle avait été répété, quand j'atteignis la scène Marcus me tendit le sac avec emphase, de loin cela pouvait sembler généreux, de près c'était une arme chargée qu'on posait entre mes mains, vas-y insista-t-il, son sourire ne vacillait pas, ses yeux luisaient d'un plaisir cruel, 200 paires d'yeux se rapprochèrent, avides, impatientes, savourant la scène, ils n'assistaient pas à une célébration, ils étaient témoins d'une exécution vêtue de paillettes et de champagne, à l'intérieur du sac je trouvai un billet de $2 net. Posé sur du coton noir, plié avec une précision presque militaire, mes mains bougèrent lentement, presque cérémoniellement. Alors que je soulevais la chemise et la secouais pour la déplier, le tissu se déploya comme une bannière, révélant des lettres blanches nettes qui hurlaient sur la poitrine comme peintes au néon, récemment au chômage. Pendant une fraction de seconde la salle se figea, puis cela frappa, le rire démarra dans un coin du fond, petit et sec, avant de se propager vers l'avant comme une vague déferlante, prenant de la vitesse, roulant sur le sol de marbre et ricochant contre les lustres de cristal. Chaque écho devenant plus fort, plus cruel, plus impitoyable, c'était ce genre de rire qui se nourrit de lui-même, grandissant jusqu'à devenir monstrueux, même le quatuor de jazz chancela, baissant leurs instruments en observant la scène, refusant d'accompagner cette comédie d'entreprise grotesque, le son était insoutenable, mais le rire d'Emma fut le plus douloureux, non pas parce qu'il était le plus fort, même s'il portait loin, mais à cause de ce qui suivit, elle tendit la main, me tapota la poitrine comme on félicite un chien après un tour, et sourit largement, assez pour que 20 personnes proches le voient, oh chérie, dit-elle, la voix chargée d'amusement, tu aurais dû voir ta tête, quelque chose se brisa en moi, 200 regards me disséquaient comme des vautours autour d'une carcasse, analysant chaque tressaillement de mon visage, leur rire n'était pas qu'un bruit, c'était du verre brisé, coupant, pénétrant profondément, Marcus se tenait sur scène, son sourire s'étendant. Avec le calme triomphal d'un maître d'échecs qui avait orchestré ce final des mois à l'avance, Cathy gloussa derrière sa main, serrant ses clés de voiture comme si la plaisanterie n'était qu'une autre réplique de sa soirée parfaite, la réaction intelligente, attendue, aurait été de jouer le jeu, de lancer une remarque, d'en rire, de faire une blague d'autodérision sur le fait que j'aurais enfin du temps pour la pêche ou qu'Emma ne pourrait plus se plaindre de mes soirées tardives au travail. Transformer l'humiliation en humour pour plaire à la foule, leur donner ce qu'ils voulaient et m'éclipser avec les lambeaux de dignité qui me restaient, mais je ne leur offris pas cette satisfaction, à la place, je repliai la chemise avec la même précision soigneuse que les assistants de Marcus avaient sans doute employée pour orchestrer toute cette farce, je la remis dans le sac, refermai le dessus lentement et pris une inspiration qui brûla comme si j'avalais des éclats de verre, merci, dit ma voix assez forte pour que toute la salle m'entende, calme, presque sincère, trop sincère même, c'est exactement ce dont j'avais besoin, le rire chancela, il ne mourut pas complètement, mais trébucha sur lui-même, confus, le sourire de Marcus vacilla l'espace d'une seconde, comme un interrupteur défectueux clignotant dans le noir, parce que ma gratitude ne faisait pas partie de son scénario, il avait prévu la colère, l'humiliation, peut-être les larmes,
Pas que je le remercie, je me retournai et partis, chaque pas délibéré, le bruit de mes chaussures sur le marbre plus fort que les applaudissements pour Cathy. En sortant, je croisai des visages familiers figés dans des gestes maladroits. Jean Park croisa mon regard et articula un discret désolé, et je le crus. Son expression portait un vrai regret. Daniel Pike, le directeur financier, leva sa coupe de champagne en faux salut, comme pour porter un toast à mes funérailles. Sarah Knox, des ressources humaines, se découvrit soudain une passion pour son bloc-notes, feuilletant des papiers sans importance pour éviter mon regard. La station de voiturier était heureusement silencieuse. Un jeune homme d'environ 19 ans, à peine assez vieux pour louer le smoking qu'il portait, me regarda nerveusement, comme s'il craignait d'être pris dans une fusillade. Il ne comprenait pas, monsieur, demanda-t-il en se balançant maladroitement sur ses chaussures vernies. La berline grise, lui dis-je, en lui tendant mon ticket. Prenez votre temps. Derrière moi le vacarme de la salle reprit, gonflé de nouveaux rires, de nouvelles conversations, d'une nouvelle joie fabriquée. Personne ne me suivit, pas même Emma, trop occupée à recevoir des félicitations pour la promotion de sa sœur, glissant confortablement dans son rôle d'épouse d'entreprise modèle. Personne ne vint me voir, personne ne posa de questions. Ma chute avait déjà été absorbée par la fête, digérée par la machine du faste sans fin de Richardson Tech, mais alors que j'attendais le tintement de mes clés dans ma paume, quelque chose d'inattendu se produisit. Je commençai à sourire. Ce n'était pas forcé, ni amer, c'était le genre de sourire qui naît quand on sait quelque chose que le reste du monde ignore, car eux pensaient que c'était la fin de mon histoire. Ils croyaient que leur exécution publique m'avait enterré. Ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est que ce n'était que l'acte d'ouverture. Ce que Marcus Richardson allait découvrir, ce que tous allaient apprendre, c'est que leur gendre jetable préparait sa propre fin de partie depuis très longtemps. Depuis 18 mois, je déposais discrètement des brevets à mon nom. Chaque dépôt était parfaitement légal, parfaitement documenté, géré par le même cabinet de propriété intellectuelle qui s'occupait des affaires de Richardson. Ils maintenaient leurs clients dans des silos séparés pour éviter tout conflit d'intérêts. Ironiquement, cette structure même rendait mon indépendance invisible. Ils n'avaient aucune idée de l'existence de North Star System, la modeste société à responsabilité limitée que j'avais enregistrée dans un quartier oublié de la ville. De l'extérieur, elle ressemblait à une start-up en faillite, un simple bâtiment de briques à la peinture écaillée, avec un parking fissuré où les mauvaises herbes poussaient entre le béton brisé. Un lampadaire clignotant bourdonnait dehors, comme s'il n'avait pas été remplacé depuis les années Clinton, mais derrière ces murs fatigués se trouvaient des serveurs vibrants d'une intensité silencieuse, des machines contenant assez de dynamite numérique pour éventrer Richardson Tech de l'intérieur. Ils ignoraient tout des portes dérobées, ce que j'appelais mes commutateurs d'élimination, que j'avais intégrés à chaque système essentiel. Elles semblaient n'être que des passerelles administratives standards, le genre de choses qu'une équipe informatique verrait d'un œil distrait avant de passer à autre chose, mais c'était bien plus que cela. C'était ma police d'assurance, des leviers cachés qui me donnaient le contrôle si jamais l'entreprise décidait de se débarrasser de moi. Surtout, ils ne savaient rien du contrat avec la Fédérale Logistique, le prix d'or que Marcus brandissait comme preuve de l'ascension de Richardson Tech parmi les géants des marchés publics. Ce contrat reposait entièrement sur mon moteur de conformité, un système qu'il n'utilisait qu'en licence temporaire, une licence qui devait expirer à minuit le 31 décembre, à moins que Richardson ne respecte une série stricte d'exigences de paiement et de sécurité, exigences qu'ils ignoraient délibérément depuis 6 mois. Tout l'accord s'effondrerait sous son propre poids. J'avais documenté chaque violation avec la précision d'un avocat bâtissant un dossier. Cette nuit-là, alors que je dirigeais ma berline vers le vieux bâtiment de briques que je considérais désormais comme mon quartier général, je me sentais vivant comme je ne l'avais plus été depuis des années. La lueur des lampadaires se reflétait sur mon pare-brise, mon téléphone vibrait sans arrêt, saturé de messages venant de la fête. Daniel Pike m'envoyant un emoji martini accompagné d'un visage hilar, Sarah Knox essayant maladroitement la compassion avec un message je pense à toi et des mains jointes en prière, des jeunes ingénieurs envoyant des variantes de mec. Brutal ou désolé mon pote, je les fis taire tous d'une seule pression, car je n'avais pas besoin de leur sympathie. Où était-il quand Marcus avait orchestré ma chute publique? Où était-il quand j'étais humilié devant 200 témoins, leurs yeux rivés sur moi, leurs bouches fermées? Ils étaient trop occupés à protéger leur poste, leur survie, pour dire un mot. Très bien, qu'ils rient, qu'ils croient que j'étais fini. Quand j'en aurais terminé, ils apprendraient la vérité. Marcus Richardson ne m'avait pas enterré cette nuit-là, il ne m'avait offert qu'une scène pour préparer sa propre ruine. À exactement minuit, j'appuyais sur envoyer pour le courriel de résiliation de licence que je peaufinais depuis des mois, chaque mot choisi pour un impact juridique maximal et une satisfaction émotionnelle minimale. L'objet était d'une banalité magnifique, notification de résiliation de licence pour non-respect des clauses. Quelque part dans la ville, le téléphone de Marcus s'illuminait déjà d'alertes automatiques provenant de systèmes dont il ignorait jusqu'à l'existence, protocole de sécurité défaillant, connexion de base de données interrompue. Le
Moteur de conformité qui maintenait son précieux contrat fédéral valide s'éteignant comme si on avait débranché le respirateur artificiel de sa vie d'entreprise, Miguel Santos, de TechVantage Lab, me recrutait discrètement depuis des mois avec des offres qui feraient pleurer des hommes aguerris. Son message arriva à minuit pile, le temps semble dégagé, notre vieille phrase de code d'université, signifiant que toutes les signatures étaient en place, les documents légaux déposés, les pièces d'échiquier positionnées pour le mat. La beauté d'être sous-estimé, c'est que cela te laisse de la marge pour manœuvrer, pendant que Marcus jouait les PDG et qu'Emma dépensait son temps et son argent en sac de créateurs, moi je construisais quelque chose dont ils ignoraient totalement l'existence, quelque chose de propre, de légal, quelque chose qui ferait passer leur petit numéro de la veille pour un spectacle d'amateurs, le lendemain matin avait le goût d'un Noël et d'un Super Bowl réunis en un seul et magnifique paquet cadeau. De destruction de carrière, Bloomberg publia une alerte avant même que la plupart des gens aient bu leur café. Richardson Tech fait face à une crise de conformité après la révocation soudaine de licences logicielles. Leur action fut suspendue en attendant une enquête sur ce que les autorités fédérales qualifiaient de non-conformité potentielle au protocole de sécurité requis pour les contrats gouvernementaux, mais attends, ce n'était que le début, l'article d'investigation de Harper Reed sur Daniel Pike parut ce même matin, à la une de la section économique, elle tournait autour de Daniel depuis des semaines, tel un requin ayant senti le sang sans encore trouver sa proie. Le dossier de documents que je lui avais fourni fut pour elle un matin de Noël, des notes de frais qui feraient rougir des princes saoudiens, des contrats fournisseurs avec des sociétés écrans n'existant que sur le papier, des chaînes d'emails montrant Daniel faisant pression sur des prestataires pour obtenir des remises marketing qui ressemblaient étrangement à des pots de vin lorsqu'on faisait les calculs. Mon passage préféré resta celui où les frais de scolarité de sa fille dans une école privée étaient comptabilisés comme dépenses de formation des cadres, car apparemment le dessin à doigts avancés à la Manhattan Prep Academy faisait partie intégrante de la stratégie d'entreprise de Richardson. La commission des opérations de bourse annonça une enquête préliminaire en quelques heures. Martha Stewart était allée en prison pour moins que ça. Mon téléphone explosa sous les messages affolés de la famille corporative Richardson. Gene Park, réunion d'urgence du conseil dans 1 heure, les systèmes s'effondrent, Marcus hurle à l'informatique de tout redémarrer, un ingénieur anonyme, tout part en vrille, la moitié des serveurs renvoient des erreurs, les bases de données s'effondrent, même Sarah des ressources humaines, Marcus hurle, Daniel transpire à grosses gouttes, Cathy enfermée dans son bureau en train de pleurer, Cathy qui pleure, la même Cathy qui s'était extasiée devant sa BMW imméritée, réalisez maintenant que les plaisanteries ont des conséquences quand on se moque de quelqu'un qui sait où tous les cadavres numériques sont enterrés. Emma finit par m'écrire vers midi, qu'as-tu fait? Je restais 10 minutes à fixer son message, tapant puis effaçant des réponses, allant d'explications détaillées sur le droit des brevets à de simples vérités sur ce qui arrive quand on traite le talent comme jetable et qu'on confond loyauté avec stupidité. Je choisis la vérité, j'ai simplement arrêté de laisser les autres rire debout sur mon travail. Marcus appela exactement à midi, car apparemment même au milieu d'un effondrement d'entreprise, l'homme croyait encore au pouvoir symbolique du déjeuner. Sa voix avait cette qualité dangereuse, calme et contenue, que les riches utilisent quand ils essaient de ne pas crier sur les domestiques en public. Tu viens ici maintenant, dit-il, sans prendre la peine des politesses ni même d'une trace de décence, juste un ordre direct du seigneur du manoir à son paysan rebelle. Non, dis-je, et le silence qui suivit fut si total que j'entendis presque les circuits de son cerveau disjonctés. Mais je te retrouverai dans le hall dans 1 heure, amène ton avocat. La réunion dans le hall fut absolument magnifique. Priya Patel, mon avocate en propriété intellectuelle, arriva avec l'allure de celle qui facture $400 de l'heure et les mérite par sa compétence froide et son sens stratégique. Elle portait les dossiers capables de mettre fin à la carrière de Marcus et probablement à son héritage. Marcus entra avec sa propre équipe juridique, 3 hommes en costumes identiques, semblant sortis d'un laboratoire de clonage d'avocats d'entreprise. Derrière eux traînait Daniel Pike, l'air d'un homme qui avait passé la matinée à répondre aux questions pointues des enquêteurs fédéraux sur sa comptabilité créative. Voilà ce qui va se passer, commença Marcus, essayant de projeter l'autorité qui fonctionnait autrefois sur les membres du conseil et les contractants gouvernementaux. Tu vas annuler ta petite crise technique d'hier soir, nous ferons comme si rien ne s'était passé, et peut-être, discuterons-nous de ton retour avec un salaire réduit, alors que son entreprise coulait à pic, que les enquêteurs fédéraux installaient probablement leur campement dans le bureau de son directeur financier. Il essayait encore de négocier en position de force, position qu'il n'avait absolument plus, contre-proposition. Je dis en ouvrant le dossier de Priya et en étalant les documents comme on distribue des cartes à une table de poker où je détenais tous les demandes de brevets, accords de licence, avis de défaut de paiement, rapports de violation de sécurité, tout ce que j'avais déposé depuis des mois pendant qu'ils ignoraient chacune de mes recommandations, des ordonnances de cessation et d'abstention déjà notifiées. La trace écrite était si complète qu'elle aurait pu servir d'exemple dans une école de
commerce sur la façon de ne pas gérer les relations de propriété intellectuelle, le visage de Marcus passa par une quinzaine de teintes avant de virer au pâle, assorti au marbre sur lequel ses employés avaient ri de mon humiliation à peine 18 heures plus tôt. C'est alors que Cathy entra en titubant, le mascara coulant comme si elle avait pleuré pendant des heures, l'air d'une enfant qui venait de découvrir que les actes ont des conséquences dans le monde réel. Tu ne peux pas simplement arranger ça, supplia-t-elle, et le désespoir dans sa voix fut presque suffisant pour me faire pitié. Presque. Arranger quoi exactement, Cathy? Les brevets que j'ai déposés légalement, les contrats que ton père a violés systématiquement, l'enquête fédérale sur la comptabilité créative de Daniel, ou simplement le fait que votre famille ait cru pouvoir m'humilier devant 200 personnes et que je continuerai à bâtir votre empire gratuitement. Emma apparut derrière eux, tel un fantôme à ses propres funérailles, toujours vêtu de la même robe argentée que la veille. Apparemment la gestion de crise ne nécessitait pas de changement de tenue, ses bras croisés sur sa poitrine dans cette posture défensive qu'elle adoptait quand elle savait qu'elle avait tort sans être prête à l'admettre. Nous sommes une famille, tenta Marcus une dernière fois, comme s'il prononçait des mots magiques capables d'effacer 18 mois de préparation juridique minutieuse et de violation contractuelle. Documenté, non, dis-je, en me levant du banc de marbre où ils avaient probablement imaginé que je supplierais leur pardon et promettrais de résoudre leurs problèmes. Nous ne sommes pas une famille. La famille ne distribue pas des lettres de licenciement comme des cadeaux de fête, la famille ne rit pas pendant qu'elle détruit la carrière de quelqu'un pour se divertir. Je me dirigeais vers la sortie tandis qu'ils restaient là, figés dans leurs vêtements coûteux et leur pouvoir hérité, comprenant enfin que certains ponts ne se reconstruisent pas quand on les a soi-même brûlés avec du napalm corporatif et de l'humiliation publique. Tech Vantage Lab s'avéra être tout ce que Richardson Tech prétendait être, de l'innovation réelle plutôt que de la médiocrité héritée, un véritable travail d'équipe plutôt qu'un cercle fermé de privilégiés où les diplômes importaient moins que l'ADN, un leadership qui faisait la différence entre s'attribuer le mérite et le mériter par un vrai travail, plutôt que par une vision exécutive et des mots creux sur l'alignement stratégique. Miguel me donna un bureau d'angle avec des fenêtres qui s'ouvraient vraiment, une équipe de développement qui n'avait pas besoin qu'on lui tienne la main toutes les 5 minutes, et un budget qui faisait passer la pingrerie de Richardson pour ce qu'elle était vraiment, des riches radins exploitant le talent des autres. Ma première embauche fut Gene Park, parce que la loyauté mérite d'être récompensée quand elle fonctionne dans les deux sens. Je lui offris une prime à la signature supérieure à toutes les augmentations annuelles que Richardson lui avait accordées en 3 ans, plus des parts et des projets qu'il construirait réellement au lieu de simplement les entretenir pendant que les dirigeants s'en attribuaient le mérite. Gene jeta un coup d'œil à la proposition et éclata de rire, le bon rire, pas celui, cruel, que j'avais subi à la fête de Marcus. Tu sais qu'il t'appelle Lucifer là-bas, me dit Gene lors de sa première semaine. Sarah des ressources humaines ne cesse de dire que tu as trahi la confiance familiale. La confiance familiale, vraiment, car faire confiance à sa famille pour ne pas t'humilier publiquement semblait trop demander, mais s'attendre à ce que tu continues à bâtir leur empire après qu'ils t'aient traité comme un moins que rien, ça, c'était la dynamique naturelle de leur famille. Nous avons lancé une ligne d'aide pour les petits fournisseurs que Daniel étranglait avec ces stratagèmes de pots de vin, des entreprises forcées de choisir entre payer des dessous de table déguisés en frais marketing ou perdre complètement leur contrat Richardson. Il s'avéra qu'il y en avait beaucoup, et qu'elles avaient toutes des histoires sur la créativité de Daniel en matière d'éthique des affaires. 1 an plus tard, j'organisais ma propre fête de Noël dans les locaux de Tech Vantage Lab, et la différence qu'un an peut faire quand on est entouré de gens qui méritent réellement d'y être était absolument incroyable. Miguel apporta la recette de tamal de sa grand-mère, pas ces absurdités de traiteurs qui facturent au nombre de serviettes en tissu. Gene avait réussi à bidouiller la machine à café pour servir du chocolat chaud, car apparemment être un génie du réseau faisait aussi de toi un magicien des boissons. Priya arriva avec du champagne qui coûtait plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens, et Harper Reed apporta son prix de journalisme, parce qu'elle en était sincèrement fière et voulait partager ce moment avec ceux qui avaient contribué à le rendre possible. Même Madame Rossi, du café de mon immeuble, nous rejoignit, portant un plateau de ses légendaires cannolis et se plaignant avec son fort accent de Brooklyn que nous étions tous trop maigres. C'est alors qu'une alerte d'actualité coupa notre conversation comme un couteau déchirant du papier cadeau. Richardson Tech racheté dans une vente en détresse après une année de crise de conformité et d'enquête fédérale. L'action en baisse de 73% par rapport à ses sommets d'avant-crise. La salle se fit silencieuse, à part le bourdonnement des serveurs et le petit éclat de rire étouffé de Miguel. À l'écran, on diffusait des images d'archives du bâtiment Richardson, cette même tour de verre où j'avais passé 7 ans à construire les rêves des autres pendant qu'ils planifiaient ma destruction. Dépendance catastrophique à des licences de propriété intellectuelle révoquées, lisait le présentateur d'un ton neutre, comme s'il récitait une nécrologie. Les sanctions réglementaires ont gelé la capacité de l'entreprise à conclure de nouveaux contrats fédéraux, tandis que les enquêtes en cours de la SEC sur des irrégularités financières ont affolé les investisseurs et déclenché plusieurs recours collectifs d'actionnaires. Mon téléphone vibra, un message de groupe sur l'ancien fil familial de Richardson, que j'avais oublié de quitter.
Honnêtement parce que j'étais trop occupé à réussir pour me souvenir qu'ils existaient encore, Marcus avait écrit Allume les infos, je les imaginais assis dans cet atrium de marbre où ils avaient ri à mes dépens 12 mois plus tôt, ce même sol reflétant à présent leur visage gris alors qu'ils regardaient leur empire se vendre morceau par morceau pour payer les erreurs de Marcus et les frais juridiques de Daniel, le même lustre qui brillait au-dessus de leur rire cruel éclairait désormais leurs funérailles d'entreprise. Le petit billet de 2 $ trônait encadré sur mon bureau, le cadeau moqueur de Marcus devenu mon rappel préféré de la valeur que j'avais pour ceux qui croyaient que la valeur nette était la seule qui comptait. Ce morceau froissé de papier officiel avait été le témoin de quelque chose de réel, quelque chose que j'avais construit, quelque chose qui m'appartenait, que personne ne pourrait plus jamais me retirer avec un sac cadeau et un sourire méprisant. Miguel leva sa coupe de champagne pour un toast qui n'avait rien à voir avec le geste moqueur de Daniel Pike cette nuit-là, à ceux qui construisent des choses qui durent. Tout le monde fit teinter son verre pendant que les analystes à la télévision disséquaient la chute de Richardson avec une précision chirurgicale. Harper souriait comme si elle venait de gagner à la loterie. Tu sais ce qu'il y a de mieux, dit-elle, ils utilisent maintenant tes brevets comme étude de cas dans les écoles de commerce. Comment protéger la propriété intellectuelle et les partenariats d'entreprise? Tu apprends littéralement à la prochaine génération comment ne pas se faire avoir. Madame Rossi me tapota l'épaule de ses mains couvertes de fariné. Dit quelque chose en italien qui signifiait sans aucun doute, bien joué mon garçon. Elle n'avait jamais vraiment compris ce que je faisais dans la vie, mais elle savait reconnaître la différence entre ceux qui travaillaient pour ce qu'ils avaient et ceux qui pensaient que tout leur était dû. Je n'avais plus besoin de leurs applaudissements, plus besoin de l'approbation de Marcus ni de la validation d'Emma ou de la fausse amitié de Cathy. J'avais quelque chose d'infiniment meilleur, une équipe qui respectait mon travail, un avenir que j'avais bâti de mes propres mains, et la satisfaction de savoir qu'ils avaient enfin compris à quoi ressemble la vraie valeur.